Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vous dirais c'est un peu dans le même ordre d'idée que mes dernières vidéos, un peu où ce qu'on aborde des mythes à propos de Bitcoin et puis je vous donne mes arguments pour vous faciliter la compréhension de Bitcoin et de l'univers Bitcoin. Et puis en fait aujourd'hui je vous dirais c'est peut-être un mythe qui est un peu plus technique, un peu plus avancé, mais je crois qu'il va beaucoup quand même intéresser les gens qui me suivent sur YouTube parce que c'est une question je pense qui revient et puis que beaucoup de gens ont essayé de répondre, mais je vais vraiment essayer d'y répondre à ma manière. Donc en fait la question que je vais essayer de répondre aujourd'hui c'est est-ce que Bitcoin suit encore les cycles de 4 ans qu'on connaît, par exemple, dans l'historique de Bitcoin. Puis qu'est-ce que je réfère présentement, moi, pour les cycles de 4 ans? En fait, c'est vraiment les cycles avec les halvings qui arrivent environ à chaque 4 ans. Et puis, la raison pour qu'on appelle ça un cycle de 4 ans, c'est vraiment seulement, comme je vous dis, à cause de la temporalité historique que les halvings arrivaient. Donc, en gros, les halvings, c'est quoi? Ce qui est vraiment important à comprendre comme concept, justement, pourquoi on peut parler aussi de cycles. Mais les halvings, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on réduit les récompenses des mineurs en deux. Ce que ça fait, ultimement, c'est que ça réduit les récompenses qui sont émises sur le réseau, donc le nombre de bitcoins qui sont émis chaque jour. La manière qu'il faut le comprendre, c'est vraiment simple, c'est que on a une demande, et puis, en fait, on a une offre aussi pour un actif. Donc, le fait qu'on réduise les récompenses de moitié fait en sorte que l'offre réduit. Après ça, lorsque, par exemple, si le Bitcoin se fait adopter en général, mais ça veut dire que la demande augmente. Donc, chaque 4 ans, l'offre va réduire. Et puis, par défaut, si le produit a été accepté, sa demande augmente. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que le point d'équilibre de prix, étant donné que l'offre descend et puis que la demande augmente, en fait, le prix va augmenter. Et puis, c'est un peu, je vous dirais, l'historique de Bitcoin, que comme on peut voir, le point de halving est souvent un point de départ pour une période haussière. Et puis en fait, la raison pourquoi théoriquement ça serait le cas, mais c'est exactement comme je vous explique, c'est si on prend des mécaniques d'offre et demande, vraiment de marché de base, c'est ce qui crée la hausse du prix. Donc maintenant qu'on comprend bien à ce que je veux dire lorsque je réfère par exemple au cycle de 4 ans de Bitcoin, ça va être plus facile de vous expliquer pourquoi selon moi, les cycles Bitcoin ont une possibilité d'être changés. Et puis je vais baser mes arguments vraiment sur des thèses d'offre et demande vraiment simples que je vais vous exposer. Mais ici, je vais simplement faire une parenthèse rapide. Comme je dis, moi ici, je vais vraiment baser mon argumentaire sur est-ce que les cycles de 4 ans tiennent toujours basés sur la théorie des halvings de Bitcoin. Cependant, si par exemple vous êtes un membre Crypto Recherche, vous avez peut-être entendu récemment parler, par exemple, de Iril concernant les cycles de liquidité, puis comment ces cycles de liquidité-là peuvent affecter Bitcoin. Donc ça, je crois que c'est vraiment une très bonne thèse pour un peu comprendre le phénomène qui se passe actuellement sur les marchés, on pourrait dire global. Mais moi ici, comme je vous dis, je vais vraiment vous montrer pourquoi, selon moi, les cycles de Bitcoin des 4 ans qui étaient purement basés sur l'offre et la demande. En fait, pourquoi, selon moi, l'offre et la demande a effectivement changé. Donc, qu'on peut penser justement qu'en théorie, que les cycles de 4 ans peuvent être affectés. Donc, vraiment, comme je vous explique, moi ici, ma thèse est seulement basée sur des concepts d'offre et demande. Puis vous allez voir que le schéma d'offre et demande autour de Bitcoin a énormément évolué depuis le début de son existence. Donc, si un élément que je veux tout de suite mettre de l'avant pour vous expliquer ce que j'essaie de dire, c'est que moi, j'ai une thèse présentement que les baleines, en fait, historiques, n'ont plus besoin de vendre. Ils n'ont plus une obligation de vendre pour pouvoir capitaliser sur leur exposition à Bitcoin. Ce que je veux dire par là, c'est que récemment, on le sait, on a les ETF qui sont arrivés sur le marché. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on a eu tout un changement de réglementation qui permet justement les prêts, avoir des actifs digitaux en collatéral, etc. Et puis, cette clarification-là fait en sorte que maintenant, par exemple, BlackRock, en fait, et d'autres entreprises qui émettent des ETF, par exemple Bitcoin, maintenant proposent aux gens de venir prêter leur Bitcoin contre une partie des actions, on pourrait dire, du fonds dans lequel ils vont mettre leur collatéral. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, je prête des Bitcoins à BlackRock, je reçois une partie des frais qui sont générés sur le ETF, je n'ai plus besoin de vendre. Donc, déjà là, en fait, vous pouvez comprendre que d'un point de vue offre et demande, il y a quelque chose qui est fondamentalement changé. Parce que d'un point de vue offre, si on se fie, par exemple, au cycle précédent, en fait, quelqu'un qui avait miné du Bitcoin ici dans son sous-sol et puis qu'il se retrouvait avec des montants qui sont très importants et puis qui changent une vie, il n'avait pas vraiment le choix de vendre. Les options d'aller faire un prêt ou de pouvoir s'exposer à des protocoles pour ne pas vendre. Je pourrais dire oui, ça existait, mais il fallait vraiment faire confiance au système. C'était pas autant réglementé, c'était pas autant assuré. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que on fait vraiment pas affaire aux mêmes joueurs, dans le sens que aller prêter des bitcoins à BlackRock versus, par exemple, mettre nos bitcoins sur Celsius pour recevoir du rendement pour ceux qui ont connu Celsius, c'est vraiment pas la même réalité. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que présentement, simplement grâce à ces nouvelles mécaniques-là, on vient déjà changer une certaine mécanique dans l'offre.
parce que soudainement, les baleines ne sont plus nécessairement forcées à vendre. Ça veut pas dire que personne va le faire. C'est sûr qu'il y a des baleines historiques qui vont vendre. Je dis pas que la vente par des baleines historiques n'existe plus, mais en théorie, si on a cru en Bitcoin aussi longtemps, qu'on a détenu en attendant une certaine adoption, qu'elle nous permet justement d'avoir des outils beaucoup plus complexes pour encore plus profiter de qu'est-ce qu'on a cru initialement, ben la journée qu'on vous propose de le mettre en prêt et faire du rendement passif sur vos Bitcoins, qui est un événement qui est pas taxable en plus, par exemple aux États-Unis, ben vous avez tous les avantages de pas vendre. Donc déjà là, je vous dirais, l'offre est complètement changée. Puis après ça, je vous dirais un peu lié à ce que je vous explique présentement, ben c'est qu'on le sait, l'administration Trump est vraiment pro utiliser les crypto-monnaies, par exemple Bitcoin, comme collatéral pour pouvoir recevoir, par exemple, une hypothèque. Donc déjà là, ça prouve un peu aussi qu'encore une fois, oui, il y a les baleines historiques qui ne sont plus nécessairement forcées à vendre, mais après ça, on peut aussi faire une certaine écroulement vers, par exemple, les investisseurs qui sont plus considérés comme des investisseurs particuliers. Et puis ça, en fait, encore une fois, c'est sûr que c'est à une moins grande échelle, mais il reste que le principe, maintenant, d'achat et de vente vient un peu de se changer parce que soudainement, les gens ne sont plus obligés de vendre. Et puis, comme je dis, c'est le fait d'être obligé ou non, puisqu'avant, on avait seulement l'option de vendre. Alors que maintenant, on peut également prêter et simplement recevoir, justement, des dollars fiat en intérêt qu'on peut utiliser pour payer, par exemple, les factures du train de vie général. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment important de comprendre que ça vient changer fondamentalement l'offre et la demande sur Bitcoin. Après ça, je vous dirais, il y a aussi la plateforme Lending, qui est une très, très grosse plateforme de prêt et d'emprunt, justement, sur Bitcoin. Et puis, on voit, en fait, Tether se positionne extrêmement fort sur LinkedIn. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit, la raison pourquoi moi, je crois que vraiment l'offre et la demande a changé, mais c'est le simple principe qu'on peut prêter des bitcoins aux grandes institutions, que c'est rendu régulé, que c'est rendu encadré. Et puis, on le voit, que ce soit par le côté politique, que ce soit par les plus grandes entreprises du domaine Web3, ou que ce soit par des outils que les plus grands financiers du monde de la finance un peu plus traditionnelle offrent, on voit qu'il y a clairement un changement dans l'offre. Donc là, depuis tantôt, je vous parle de l'offre, parce qu'en fait, l'offre, c'est qu'est-ce qui met en circulation les jetons, donc c'est souvent qu'est-ce qui peut mettre une pression vendeuse. Maintenant, on va regarder la pression acheteuse, parce que je crois que c'est vraiment intéressant de comprendre qu'est-ce qui affecte présentement les achats de Bitcoin. Donc, c'est sûr qu'on pourrait parler, par exemple, de ETF. On pourrait parler de toutes les entreprises ou institutions qui accumulent du Bitcoin, mais j'ai essayé de garder vraiment les choses super simples. Puis ce que je veux dire par là, c'est que présentement, on le voit on-chain, l'accumulation de Bitcoin, donc par des baleines. Ça, les baleines sont considérées des portefeuilles avec plus que 1000 Bitcoins par portefeuille. En fait, c'est en croissance. Puis, faut comprendre que le paysage des baleines est en train de changer. Les baleines, autrefois, c'était beaucoup, comme je disais, si on revient ici dans les derniers cycles, c'était beaucoup des gens qui ont cru en Bitcoin dès le début. C'était un peu des particuliers, oui, certaines peut-être institutions comme des family office, peut-être aussi des firmes de capitaux à risque comme des venture capital, mais c'était pas la norme. Donc, présentement, ce visage-là des baleines, c'est un peu des gens, je pourrais dire, qui ont des profils différents, que oui, ils vont vendre parce que leur vie a été changée, d'autres ont décidé de garder parce qu'ils étaient plus organisés. Ça peut vraiment dépendre. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les gens qui accumulent 1000 bitcoins dans les 2 derniers cycles, là, c'est beaucoup plus des profils institutionnels. C'est beaucoup plus des entreprises. C'est pas des particuliers qui, soudainement, démarrent une mine dans son sol pour miner du bitcoin qui va se retrouver avec 1000 bitcoins. Là, c'est vraiment des gens qui vont acheter spot. Puis ce que je veux dire par acheter spot, en fait, c'est des achats OTC, souvent over the counter avec les échangeurs. Puis moi, un élément que j'observe beaucoup présentement, c'est non seulement, comme je vous dis, ici, sur la blockchain, par les données on-chain, on voit que le nombre de portefeuilles qui détient plus que 1000 bitcoins augmente. Et puis ici, quand on vient voir la quantité de bitcoins sur les échangeurs, on voit que justement, la demande est forte parce que la quantité de bitcoin ne fait qu'aller vers le bas. Là, ici, vous voyez, on a une très grande descente, mais c'est une alerte ici qu'on nous dit comme quoi que Coinbase aurait fait des mouvements de portefeuille pour des raisons de sécurité. Donc, ici, je vous dirais, le point important, c'est de surveiller, voir quelle quantité revient sur l'échangeur. Parce qu'en soi, on dirait que le message présentement que ça nous envoie, c'est oui, on a bougé des bitcoins pour une question de sécurité, mais c'est comme si les bitcoins ne seraient plus disponibles à l'achat, donc dans les réserves. Donc, ça se peut que ce soit des bitcoins qui étaient, par exemple, pour certains clients dont ils font la garde. Ici, je spécule. Mais ici, mon point est de juste voir que, en général, on a une baisse des bitcoins sur les échangeurs. Et puis ça, ce que ça veut dire, c'est que des gens achètent du bitcoin, donc il y a de la demande. Donc, ce que je veux dire ici, non seulement les mécaniques de l'offre ont changé grâce à toute la réglementation autour des prêts et aussi les acteurs qui permettent le prêt de Bitcoin. Et puis aussi, je vous dirais, puis ça, c'est un autre volet qui est un peu plus technique, mais c'est tout ce qui est les contrats, justement, qui sont liés à Bitcoin. Maintenant, il y en a énormément avec tous les produits dérivés. Donc, ça aussi, c'est sûr que ça change le visage de l'offre. Mais ça, c'était quelque chose qu'on voyait déjà un peu dans les cycles précédents. Mais moi, ici, c'est vraiment le principe de pouvoir prêter nos Bitcoins que je crois qu'il vient tout changer. Et puis, d'un point de vue de la demande, comme je vous dis, la demande
demande, c'est plus juste des investisseurs particuliers ou on pourrait dire des investisseurs de plus haut calibre qui sont quand même, on pourrait dire, en minorité. Là, on voit que le paysage des détenteurs est vraiment en train de changer. Par exemple, l'État du Texas qui a récemment démarré sa réserve stratégique de Bitcoin en achetant du Bitcoin. On a aussi des universités, on a aussi des fonds souverains, par exemple, dans les Émirats unis ou à travers le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que le paysage de la demande aussi évolue rapidement. Donc, par défaut, on descend l'offre, on augmente la demande. Mais si on peut commencer à jouer avec ces mécaniques-là, que par exemple, soudainement, on n'a pas nécessairement de Bitcoin à vendre, mais on se les fait prêter, on peut manipuler un peu l'offre, et puis ça fait en sorte qu'on peut un peu plus contrôler les prix pour offrir des prix avantageux à nos clients OTC, parce qu'on sait c'est des clients qui sont patients, mais qui sont très attentifs à des zones de prix que eux désirent. Donc ici, je fais seulement que spéculer. Ce que je veux dire, c'est que selon moi, la théorie de se dire que les cycles de 4 ans ne se tiennent plus, mais ça peut commencer à faire du sens lorsqu'on regarde par exemple les mécaniques d'offre et demande qui ont été vraiment transformées dans les derniers mois, voire la dernière année, principalement à cause du cadre régulatif qu'on voit aux États-Unis. Donc, je vous dirais, c'est vraiment ça ma thèse, moi, présentement, c'est que présentement, quand on regarde juste le paysage de Bitcoin avec les mécaniques d'offre et demande, de libre marché que Bitcoin a, en théorie, on voit que les mécaniques sont un peu brisées. Après ça, on peut y coupler justement une théorie, par exemple, sur les cycles de liquidité mondiale. Et puis, je vous dirais ce que je trouve intéressant de jumeler la théorie des halvings et la théorie de la liquidité, c'est que les deux pointent un peu dans la même direction en termes de probabilité, c'est-à-dire qu'il y a des chances quand même considérables qu'en effet, les cycles de 4 ans, autant d'un point de vue liquidité que d'un point de vue pour les halvings, soient réellement changés. Et puis moi, aujourd'hui, je vous ai seulement abordé d'un point de vue halving. Et puis vraiment, comme je vous dis, c'est simplement à cause que, selon moi, les mécaniques d'offre ont changé. Et puis, les visages, par exemple, des nouvelles baleines, ou du moins de la demande, a également changé. Donc, pour moi, c'est des principes de base d'offre et demande qui, selon moi, peuvent affecter le cycle des 4 ans qu'on a connu historiquement sur Bitcoin. Donc, je suis curieux. Laissez-moi en savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez à propos des cycles de 4 ans. Est-ce que vous êtes plutôt du côté halving ou du plutôt cycle économique? Ou est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord sur ma thèse? Je suis curieux de vous lire. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, n'hésitez pas de mettre vos questions en commentaire. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.